Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié aux exports IFC à partir de Revit. Je suis Tidjane Dia, coordinateur BIM chez Man Machine. Dans ce webinaire, nous aborderons les bonnes pratiques pour faire des exports corrects à partir de Revit. Nous avons déjà fait un événement autour des IFC, un ASCAN Expert qui s'était déroulé en octobre, si ma mémoire est bonne, que je vous conseille d'ailleurs d'aller vivement regarder. Et nous avons eu beaucoup de questions qui concernaient ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour avoir des exports corrects à partir du logiciel. Nous avions donc prévu soit de faire des mini-vidéos ou un webinaire afin d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations. Mais avant de rentrer plus en détail sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, nous allons d'abord vous présenter la société Man Machine. Man Machine, c'est un groupe international qui a été créé en Allemagne en 1984. Nous fêtons nos 40 ans d'ailleurs cette année. Nous sommes plus de 1000 collaborateurs avec une implantation dans une soixantaine de pays. On est éditeur, revendeur et intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. PLM pour Product Lifecycle Management et le BIM que vous connaissez bien pour Building Information Modeling. Man Machine France, qui fait donc partie du groupe Man Machine, est spécialisé dans le secteur de l'AEC, donc l'architecture, l'ingénierie et la construction, mais aussi du manufacturing. Nous sommes un des plus gros partenaires Autodesk au monde et nous sommes centre de formation agréé. Notre offre s'articule essentiellement autour de 3 piliers. On propose des solutions logicielles et matérielles. Vous avez justement en bas du slide la liste de nos partenaires avec lesquels on travaille. Nous sommes centre de formation et de certification. On propose des formations sur les logiciels comme Revit, Navisworks, etc. Mais aussi des formations autour du BIM de façon générale, telles que des formations sur la compréhension du BIM, des formations sur la norme ISO 19650 pour la gestion de l'information dans un processus BIM, des formations pour devenir modeleur BIM, coordinateur BIM ou BIM manager. Donc vous avez quelques exemples sur notre palette d'offres qui est quand même assez large. Et en ce qui concerne les certifications, vous avez l'ACU, Autodesk Certified User, qui est une certification plutôt logicielle. Vous pouvez ainsi vous certifier sur votre capacité à utiliser les logiciels Autodesk. Nous proposons aussi une certification qui est mondialement reconnue. C'est la certification Building Smart Foundation, qui fait quand même office de fiabilité de vos connaissances et de vos compétences BIM. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des appels d'offres, on demande de plus en plus de références, de projets et de certifications justement BIM. Donc cela peut faire la différence. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour cela. Et enfin, nous proposons des offres de services comme des missions d'audit, de l'accompagnement sur projet ou des détachements de compétences si vous n'avez pas les ressources nécessaires ou disponibles pour la gestion de vos projets. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux à partir de notre site internet. Nous tenons également un blog où vous pouvez retrouver régulièrement des tutos, des articles et j'en passe. Nous avons un podcast BIM dans lequel on parle bien évidemment du Building Information Modeling, mais de façon générale tout ce qui est lié à la transformation digitale dans le secteur de la construction. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Vous avez plus de 20 épisodes qui sont disponibles maintenant.
Et ensuite, nous organisions régulièrement des webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui, et des conférences sur le BIM. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter tout cela pour connaître notre actualité et avoir un aperçu sur nos prochains événements. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi aborder cette problématique d'export IFC à partir de Revit? Tout d'abord, comme je l'ai dit au départ, parce que nous avons eu beaucoup de questions sur les bonnes pratiques lors de notre dernier événement sur les IFC. Ensuite, on a de plus en plus de projets qui se font en OpenBIM et les IFC, au même titre que les fichiers natifs, deviennent des livrables et donc il faut répondre aux besoins de la maîtrise d'ouvrage. Donc clairement, il faudra apprendre à collaborer en utilisant les normes OpenBIM de Building Smart. Et enfin, on peut avoir par exemple des situations spécifiques, notamment en phase de gestion, exploitation, maintenance, avec des besoins d'export afin d'alimenter des cas d'usage bien précis. Bien évidemment, c'est un exemple parmi tant d'autres ici. La première chose à faire est de bien consulter la convention BIM de votre projet. Cela va de soi, mais ce travail n'est parfois pas effectué et cela conduit souvent à des quiproquos. Il faut donc bien vérifier les exigences sur les données. C'est une tâche qu'il faut absolument effectuer. Dans certains projets, l'IFC peut être un livrable qui peut servir entre autres de référencement ou de conteneur d'information pour l'actif, avec des données qui seront consommées dans la phase gestion, exploitation, maintenance, par exemple. Et parfois, la nécessité d'exporter en IFC peut être un besoin aussi ponctuel et spécifique. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours demandé de respecter l'arborescence dans la structuration de l'IFC. Avec l'IFC projet qui est défini au niveau du projet en général, donc ici, l'IFC Site pour le site, l'IFC Building jusqu'aux équipements en passant par l'IFC Building Story et l'IFC Space. Les locaux qui sont des pièces ou des espaces en Revit peuvent aussi être regroupés pour constituer ce qu'on appelle donc des IFC zones, donc ce que je vous ai mis ici à droite, ce qui permet de faire du zoning par exemple. Je pense notamment au zoning SSI, mais bon, il n'y a pas que ça. Au niveau architectural aussi, on a besoin de faire du zoning de temps en temps. C'est une agrégation donc d'IFC et on peut avoir un IFC Space qui n'est associé à aucune zone ou bien à plusieurs zones. Et dans le cas où une pièce ou un espace est associé à plusieurs zones, je vous renvoie une nouvelle fois à notre Ascana Expert sur les IFC où on avait traité ce type de situation. Donc, vous créez des paramètres pour pouvoir renseigner les différentes informations. Donc, on va vous demander de respecter une arborescence bien précise. Sinon, le schéma de l'IFC ne sera pas correctement structuré. Un exemple, c'est dans le cas où, par exemple, dans Revit, vous avez les niveaux qui ont un paramètre qui s'appelle étage du bâtiment. Et si vous décochez l'étage du bâtiment sur l'ensemble des niveaux, quand vous exportez votre IFC, dans ce cas, vous n'aurez pas d'IFC Building Story. Et donc, votre schéma de l'IFC sera complètement déstructuré. Donc voilà, c'est un exemple assez concret là-dessus. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il y a des cases qu'il faut cocher, d'autres pas. Donc, il faut bien veiller à tout ça. Mais il ne suffit pas juste de respecter la structuration de l'IFC. On a également des codifications à respecter aussi. On peut par exemple vous demander des codifications sur les locaux, donc dans les IFC Space, avec des règles de nommage à respecter et les attributs qui doivent porter ces codifications. Dans l'exemple sur cette diapo, on a des codifications sur les niveaux ou qui s'appellent ici des IFC Building Story, si on prend le langage de l'IFC, donc le vocabulaire du schéma de l'IFC. On voit qu'il faut deux attributs dans ce cas, le name et le long name, qu'il faudra définir, avec pour chaque attribut une convention de nommage. C'est juste un exemple, dans vos projets, vous aurez très probablement d'autres conventions de nommage que ce que je présente ici.
Ensuite, dans la convention BIM, il sera normalement mentionné la spécification de l'IFC à utiliser. Est-ce que c'est de l'IFC 2X3, Coordination View 2.0 par exemple, ou de l'IFC 4, Reference View, etc. D'accord. Donc, il faudra être attentif à cela. Donc, avant de faire un export, il faut absolument connaître la spécification qui est demandée. Puis, pour les besoins spécifiques, sur les cas d'usage bien précis, où on a par exemple un besoin d'export que sur certaines catégories d'objets, ou de faire des exports par niveau d'un bâtiment, ce sont des situations qu'on peut rencontrer dans le cas de très gros projets de création de jumeaux numériques, par exemple. Et dans ces situations, il faut aussi bien identifier, le besoin et faire les exports en fonction des cas d'usage à adresser. Autre chose à consulter régulièrement quand vous faites des exports, c'est la documentation sur les IFC à partir du site BuildingSmart pour aller chercher les bonnes informations sur les classes d'IFC ou sur la sous-catégorisation des classes. Donc, il faut y faire un tour assez souvent. C'est au même endroit que vous pouvez aussi retrouver la notion d'héritage entre les classes, mais on ne va pas rentrer dans le détail des héritages dans cette session. La documentation n'est des fois pas forcément facile à lire, mais c'est très important de se l'approprier pour avoir une meilleure compréhension de la structuration et ne pas se tromper surtout sur les dénominations, sur les classes et les types d'IFC. Si on vous demande d'aller renseigner les bonnes classes d'IFC, les bons types, l'idéal serait d'aller sur ce site et de faire des copier-coller et donc être sûr d'avoir la bonne dénomination. Cela dit, je vous ai donné ici deux liens, un concernant l'IFC 2X3 et l'autre concernant l'IFC 4. Donc si je regarde assez rapidement l'IFC 2X3, on va aller sur ce site. Donc voilà. Donc sur le site ici, je vois que je peux venir avoir les entités en fonction d'une liste alphabétique ici. Et là, je vais avoir mes différentes classes d'IFC. Donc, vous voyez ici, j'ai 653 éléments là-dedans. Si je cherche par exemple les portes qui sont catégorisées en IFC d'or, je vais faire une recherche assez rapidement. Donc, je vois ici, donc au niveau des IFC d'or, je vais avoir une définition qui vient de la norme ISO 6707. Et un complément ici de définition qui vient de BuildingSmart. Là aussi, par exemple, on dit que une porte, donc ça va être un élément permettant de fermer une ouverture qui est destinée principalement à l'accès soit par charnière ou par pivot ou par glissière. Donc ces définitions, vous les avez ici. Donc si je descends un peu plus bas, vous avez tout un tas d'informations ici. Vous pouvez aller récupérer. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de connaître dans le détail cette documentation-là, parce qu'il y a des choses qui sont plus destinées à des développeurs de logiciels. Donc, mais bon, il faut quand même connaître quelques bases qui vous permettront de faire des exports corrects à partir de Revit. Je vais retourner dans la présentation. Donc, voilà, c'est bon. Donc, si je regarde la documentation de l'IFC 4, donc je vais cliquer sur ce lien. De la même façon, donc je peux venir chercher les entités avec cette liste alphabétique. Et donc, sur les entités, je retrouve aussi ici mes classes d'IFC. Donc, je peux chercher la même chose, l'IFC d'or que j'ai là. Donc, quand je regarde ici, donc j'ai aussi une définition. Puis, quand je descends plus bas, donc j'ai d'autres types d'informations, notamment les predefined types ici, qui me permettent de rentrer dans la granularité des types de ports. Donc quand je regarde ce que c'est, donc je vois ici, donc on peut avoir des ports standards, on peut avoir ce qu'ils appellent ici des gates ou des trapdoors. Donc si on veut rentrer dans cette granularité là, et si c'est demandé dans notre convention BIM, c'est là il faut aller chercher donc les différents attributs et pouvoir faire des copier-coller ici. Enfin, de valeurs d'attributs, pardon, et faire des copies et pouvoir coller ça dans Revit. Voilà.
Donc ce que j'aime bien sur la documentation de l'IFC4, c'est qu'on a la possibilité aussi d'aller chercher des entités par langue. Donc vous avez de l'allemand, de l'anglais, du français, du japonais et du chinois ici. Donc si je cherche des entités en français, là si je veux aller voir à quoi correspond une chaudière pour l'IFC, donc je peux venir chercher chaudière, parfait. Et je vois ici en fait une chaudière, quand on parle de langage IFC, c'est de l'IFC boiler. Donc, voilà. Avec, si je vais aller chercher les predefined types, donc sur les IFC boiler, on peut avoir des chaudières à eau, c'est les water ici, des chaudières à vapeur, etc. Donc voilà. Donc c'est donc cette documentation qu'il faut consulter assez souvent afin d'avoir des éléments de repère, j'ai envie de dire. Donc je vais revenir encore une nouvelle fois sur la présentation pour pouvoir avancer sur la suite. Donc n'hésitez pas à consulter ces documentations-là assez régulièrement quand vous faites des exports IFC. Maintenant, si on se focalise sur Revit, on va voir quelques bonnes pratiques à avoir pour faire des exports corrects et avoir des IFC qui sont exploitables. Une des choses à faire, c'est de vérifier le mappage des catégories. Vous allez, à partir de ce mappage des catégories, décider des éléments à exporter ou à ne pas exporter. Par exemple, si les éléments sont à exporter, il faut leur donner une classe IFC par défaut, hein. Donc c'est une définition globale. Et on verra plus tard qu'on peut rentrer dans les éléments pour encore affiner cette catégorisation-là. Donc la gestion de ce fichier de mappage est importante quand vous faites des exports à partir de Revit. Je peux donner un exemple assez simple. Vous prenez un architecte qui, souvent dans sa maquette, va modéliser les luminaires et les appareils sanitaires. Le problème est que dans l'évolution d'un projet, ces éléments vont, à un moment donné aussi, être modélisés dans les lots techniques. Si ces différents éléments sont exportés dans les IFC, on va se retrouver avec des doublons au moment de l'agrégation des IFC. C'est-à-dire des doublons d'éléments qui viennent de la partie architecturale et des éléments qui viennent des lots techniques. Si on a un cas d'usage où on a un besoin de quantifier ces objets, vous comprenez bien qu'il y aura un problème. Donc dans ce cas, l'architecte peut bien conserver ces objets dans ses maquettes pour ses besoins de modélisation. En revanche, il peut paramétrer le mappage des luminaires et des appareils sanitaires afin de ne pas les exporter dans l'IFC. Et ce paramétrage peut se faire à partir donc de ce tableau. Dans le tableau de mappage fourni par défaut, vous verrez également beaucoup d'éléments qui sont associés à des IFC Building Element Proxy. Et dans la plupart des conventions BIM, on va à juste titre d'ailleurs vous demander de limiter ce type d'éléments. Si je veux faire le parallèle, c'est un peu comme les modèles génériques de Revit. Tout ce qui est équipement de génie climatique sont, par exemple, par défaut, définis en IFC Building Element Proxy. D'accord? Donc, il faut faire attention au paramétrage de ce fichier pour pouvoir corriger tous ces défauts-là. Il faudra se créer son ou ces fichiers. Bon, vous pouvez en avoir plusieurs, hein, fichiers de mappage selon les besoins et les enregistrer quelque part et pouvoir les réutiliser ultérieurement. Alors, comment avoir accès à ce tableau de mappage à partir de Revit? Je vous ai mis ici une vidéo assez rapide. Je vais pouvoir zoomer dessus comme ça. Vous pouvez voir cette vidéo. Donc, à part du fichier exporté, donc quand vous descendez assez bas avec la petite flèche ici dans les options, vous avez les options IFC qui vous renvoient vers donc ce tableau de mappage. Donc, quand j'ai dit ici, vous avez 3 colonnes, les catégories de Revit, l'association par rapport aux classes IFC, donc définies dans le schéma, et le type pour pouvoir aller sous-catégoriser encore un peu plus ces classes-là. Donc, vous allez voir, bon, on peut avoir des éléments non exportés, donc je peux ici aller copier cette valeur-là. Si au niveau des luminaires, je ne veux pas les exporter, j'ai juste à ici définir que ces éléments ne seront pas exportés. Donc, on exporté ici. Donc quand on déroule, vous allez voir aussi il y a pas mal d'IFC Building Element Proxy comme je disais tout à l'heure. Et une fois que vous avez fait votre paramétrage, je vous conseille de venir enregistrer sous
c'est un fichier texte, hein, vous l'enregistrez quelque part et pouvoir réutiliser ça plus tard. Pareil, donc si je veux pas non plus exporter les appareils sanitaires comme je disais, je viens les définir en non exporté. Donc voilà, faut bien se poser, savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux aller exporter et venir faire ce paramétrage là ici, très simplement. Donc ok, ici, donc une fois que j'ai fait ce paramétrage, je peux venir exporter. Comme ça on va voir aussi les résultats. Exporter d'IFC selon les besoins. Donc ici pareil, dans l'exporteur d'IFC, je peux venir refaire des paramétrages supplémentaires. Et une fois que tout ça est fait, donc ici, je vais avoir le résultat sur un viewer. Bon, j'utilise BIM Collab Zoom ici. Et vous voyez, donc ici, j'avais des luminaires qui étaient définis dans le bâtiment et des appareils sanitaires que je ne vais plus du tout retrouver donc dans mon IFC. Donc les luminaires, les appareils sanitaires, si je reviens sur la vidéo, au début de la vidéo ici, hop, pardon, je reviens en arrière. Donc on retrouve ici donc ces luminaires et les appareils sanitaires qui sont ici définis un peu plus des sanitaires ici. Donc, parfait. Bon, c'est un exemple assez simple, mais bon, qui a le mérite de vous montrer l'intérêt d'avoir le paramétrage de ce tableau. Autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est votre configuration d'export IFC, qui s'appelle donc l'exporteur IFC. Il faut toujours vérifier que vous avez la dernière version qui est à jour. Donc moi d'habitude, ce que je fais, je pars chercher donc la nouvelle version à partir du GitHub qui est dédié pour cela. Donc vous avez les liens ici. Donc quand je clique dessus, donc ça me ramène sur cette page là. On va avoir les différentes sorties. Donc je suis sur du Revit 2024.2. Donc je vais chercher cette version donc de Revit 2024.2 et je vois ici donc un point MSI donc qui correspond à la dernière version de l'exporteur. Donc qui est sur donc 2024.2.0.49. Parfait. Alors si je pars donc sur Revit, donc je fais aussi une petite vidéo pour cela. Donc à partir de Revit, je vais faire fichier exporté donc de l'IFC et je vais tomber donc sur la fenêtre de configuration. Donc sur cette fenêtre de configuration, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme version et vous allez trouver ça en bas à gauche. Donc vous voyez bien que je suis sur du 24.2.0.49, donc je suis bien sur la dernière version qui est à jour. Donc ce qu'il faut noter, la sortie des nouvelles versions pour l'exporteur se fait indépendamment de Revit. La bonne pratique que j'ai, c'est de regarder par exemple tous les mois, voire tous les 2 mois s'il y a une nouvelle version qui sort. Donc on peut également en profiter pour vérifier dans la configuration la spécification de l'export à utiliser. Est-ce que je suis sur le DX3 ou le l'IFC4 par exemple qui m'est imposé ou que je veux utiliser. Et dans ce cas, je peux venir aussi définir ça à partir donc de cette fenêtre. Donc quand vous reparamétrez tout, je vous conseille de créer votre propre configuration. Vous le donnez un nom. Par exemple là c'est export IFC Man & Machine. Et donc ça vous pouvez enregistrer ça en format JSON là-dessus et pouvoir utiliser ça à tout moment. D'accord. L'enregistrement se fait en bas, donc à droite, c'est ce que je vous montre aussi ici, là-dessus. Et donc vous l'avez quelque part sur votre machine ou sur un serveur. Parfait. Bon, je vais arrêter la vidéo ici et on va pouvoir poursuivre. Alors, je vais poursuivre ici sur les bonnes pratiques à avoir et le besoin de renseigner les bonnes informations dans les bons attributs en fonction des besoins. Il faut donc correctement renseigner les différentes entités de l'IFC. Donc, on l'a déjà vu. Pour respecter l'arborescence donc qui est demandée au niveau du schéma. Et les paramètres doivent être disponibles dans Revit pour que ça puisse se faire. Donc, il y a des paramètres qui sont par défaut, qui sont intégrés dans le logiciel. Et d'autres qu'il faut rajouter, qui vont être des paramètres de projet ou des paramètres partagés
même si je vous conseille quand même d'utiliser des paramètres partagés pour définir ces attributs. Vous pouvez créer votre propre fichier de paramètres partagés, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Ou bien utiliser celui qui est fourni par Autodesk qui est dédié aux IFC. D'accord. Donc si vous voulez comment aller récupérer ces fichiers Autodesk, donc je vous renvoie une fois de plus à notre Ascana Expert où on avait abordé cette problématique. Ensuite, il faut faire attention à la qualité de la donnée, c'est-à-dire qu'il faut bien respecter les dénominations en faisant attention aussi à la casse. Par exemple, si on vous demande de renseigner dans la description de l'IFC Building bâtiment A, il faut voir est-ce que c'est demandé avec des majuscules, des minuscules, etc. D'accord? Bien respecter ce que la maîtrise d'ouvrage, par exemple, nous impose. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont des données qui sont susceptibles d'être utilisées dans les bases de données et donc il faut bien veiller à cette qualité de la donnée une fois de plus. Dans la continuité de ce qui s'est dit précédemment, il faut absolument associer les bonnes classes IFC aux objets. On avait parlé du tableau de mappage précédemment. Les limitations de ce tableau, c'est que l'association se fait de façon globale sur la catégorie. Par exemple, on peut définir les équipements de génie climatique en IFC boiler pour dire c'est des chaudières. Et dans ce cas, chaque élément de cette catégorie sera considéré comme une chaudière dans la conception de l'IFC. Hein. Mais dans la plupart des projets, bien évidemment, on a quand même plus de découpage. Et dans ces situations, il faudra une définition plus fine au niveau de chaque élément ou type d'élément. On va par exemple avoir des chaudières qui seront en IFC boiler, des pompes qui seront des IFC pump, des radiateurs qui seront en IFC space heater, etc. Alors que dans Revit, ce sont des équipements de génie climatique. Pour faire cela dans Revit, on pouvait rajouter des paramètres dans les anciennes versions de Revit, des IFC Export As par exemple. Mais depuis les dernières versions du logiciel, il y a des paramètres qui sont intégrés à Revit par défaut qui permettent de gérer cela. Ainsi, on peut correctement définir les classes d'IFC dans chaque objet, mais il arrive que le besoin d'export ne concerne que quelques données. Et quand je parle de données ici, ce sont des données géométriques, mais aussi des données attributaires. Si le besoin est lié à la géométrie, où on veut filtrer par catégorie d'objets ou faire des exports par niveau par exemple, on peut dans ce cas créer une vue 3D dans Revit ne comportant que les éléments à garder et à partir de la configuration d'export de Revit, on exporte que les éléments qui sont visibles dans la vue. En revanche, si on veut filtrer les propriétés, ce qui doit être tout le temps le cas afin d'éviter d'exporter l'ensemble des propriétés, ce qui va alourdir et polluer le fichier IFC parce qu'on va se retrouver avec une quantité énorme de données à gérer qui n'ont pas forcément de sens. Donc si on ne veut pas garder ou si on ne veut garder que les propriétés nécessaires, il y a plusieurs possibilités. On peut par exemple créer des nomenclatures pour cela ou utiliser un jeu de propriétés personnalisées à travers un fichier texte. Donc, sur le diapo, je vais essayer de zoomer aussi, de faire un zoom sur cette partie-là. Donc, je peux venir donc filtrer par catégorie, c'est un exemple. Donc là, je garde que les murs ici. Et au niveau des propriétés, donc vous pouvez venir dans Revit, donc soit utiliser ce que je dis, donc les nomenclatures, ça se fait à partir donc de ce paramétrage là, ou des de propriétés qui sont définies par l'utilisateur. Donc d'aller chercher le fameux fichier texte dont je parlais. Donc si vous n'avez aucune bonne raison, et en général on ne trouve pas vraiment de bonne raison, il faut absolument, et là je le répète, il faut absolument éviter de cocher la case exporter les jeux de propriétés Revit. D'accord? Donc si vous faites ça, vous allez récupérer l'ensemble des propriétés de Revit avec ce qu'on appelle des P7, en fait des property sets qui sont définis par défaut
Et là, vous pouvez même pas venir bien ranger vos données et vous vous retrouvez avec une quantité d'informations énorme en fait derrière qu'il est difficile de manipuler. Donc faites attention à ça. Donc n'exportez jamais les jeux de propriété Revit si vous n'en avez pas le besoin. Et c'est ce que je disais, donc en général on ne trouve pas vraiment de bonnes raisons pour faire ça. Parfait. Alors pour finir sur ce webinaire, donc je vous ai mis une liste d'autres bonnes pratiques avec Revit. Donc il faut en général éviter les doublons intra ou interlots. On avait parlé tout à l'heure de doublons interlots. J'avais pris le cas des luminaires des appareils sanitaires entre les architectes et les lots techniques. Donc évitez d'avoir ce type de situation et n'exporter que le nécessaire. Ça peut être aussi des doublons intralots, ou quand vous savez, quand on modélise dans Revit, des fois on fait des copier-coller et on se retrouve parfois avec des éléments qui sont au même endroit. Donc prenez l'habitude quand même de faire une détection de conflits directement à partir de Revit avant de faire vos livrables. Autre chose aussi à regarder, c'est les niveaux utilisateurs que vous mettez dans vos projets. Par moment, je sais, on a besoin d'avoir les niveaux de travail, ce que j'appelle les niveaux de travail, qui ne sont pas forcément des niveaux du bâtiment. Et quand on exporte donc l'IFC, il faudra décocher là cette case état du bâtiment pour pas retrouver ces niveaux-là dans l'IFC. Donc trop souvent, on se retrouve avec des équipements qui sont hébergés sur des niveaux qui n'existent pas en réalité dans le bâtiment. Il faut aussi vérifier les systèmes de coordonnées pour l'export. Donc il y a différents types de systèmes de coordonnées dans Revit. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui en détail. Mais si on a du géoréférencement par exemple et qu'on veut récupérer ça dans notre fichier IFC, donc il faut faire attention à cette partie-là. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail du sujet aujourd'hui. Ça peut être un sujet à part. Je vous ai mis ici aussi, si possible, de simplifier les géométries qui sont trop détaillées. Des fois, on récupère des équipements sur les plateformes, par exemple, de partage de données BIM. Là-dessus, on se retrouve avec des équipements qui sont extrêmement détaillés, avec des vis, des boulons, etc. Donc, il faut faire un peu de nettoyage en général ou recréer une famille un peu allégée. Et ne pas les retrouver trop détaillés dans l'IFC. Des fois, ça peut même bloquer. Je me suis retrouvé avec des situations où l'export ne voulait pas se faire du tout parce que la géométrie était beaucoup trop détaillée. Donc, il faut faire attention à ça. Mais bon, normalement, c'est encadré dans la convention BIM. On demande des niveaux de lot qu'il faut respecter aussi. Il faut aussi bien définir les systèmes MEP. Et là, je parle au lot technique. Donc, si vous avez des éléments qui doivent se retrouver dans le même système, donc il faut bien paramétrer cela et créer le système adéquat pour inclure ces différents éléments. Trop souvent, on va se retrouver avec le même système, par exemple, qui est découpé en plusieurs fois. Et dans ce cas, ça peut poser problème. Un exemple, c'est par exemple, on vous demande de renseigner l'abréviation du système dans vos objets là-dessus. Si c'est de l'R9 par exemple, on va se retrouver assez souvent, je le répète, avec de l'AN1, AN2, etc. alors que ces éléments-là sont dans le même système qui est de l'R9, tout simplement. Donc, bien regarder tout cela, bien paramétrer et connecter ces systèmes-là. Et pour finir, donc je vais parler ici des viewers IFC. Donc, vous avez pas mal de viewers IFC disponibles actuellement qui sont pour la plupart donc gratuits là-dessus, que vous pouvez utiliser. Donc je vous conseille d'en avoir 2 ou 3 pour pouvoir comparer. C'est ce que je fais d'habitude parce qu'on n'a pas du tout les données qui sont représentées de la même façon d'un viewer à l'autre. Donc voilà, en avoir 2 ou 3 sous la main à chaque fois, ça peut aider. Et si vous avez la collection AEC, vous avez aussi, enfin, je pense que vous le savez, vous avez Navisworks qui est inclus dans la collection AEC, qui permet aussi de
bien visualiser les IFC et d'aller même aller faire des jeux de recherche, souvent des données bien précises. Donc voilà. Vous l'aurez compris, et donc pour avoir un export correct, il ne suffit pas de faire fichier exporter IFC. Il y a un ensemble de paramétrages à bien gérer pour produire quelque chose qui a du sens et qui est viable derrière, qui est utilisable. Et j'espère que ce webinaire vous a permis d'éclairer cela. Il est à noter que le webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Pardon. Et si vous voulez aller plus en détail sur les différentes notions que nous avons présentées aujourd'hui, je vous invite à participer à nos ateliers sur les exports IFC que nous organisons régulièrement. Ce sont des ateliers d'une demi-journée avec des cas pratiques. Donc n'hésitez surtout pas à consulter notre site internet afin d'avoir plus d'informations là-dessus. Voilà ce qui met fin à cette session. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.